Bonjour et bienvenue. Pour notre exploration d'aujourd'hui, on se penche sur des documents assez intéressants concernant l'hypnose régressive assistée. Hmm. C'est un sujet, oui, assez intriguant. Notre mission, c'est essayer de comprendre ce que c'est vraiment, et puis surtout, qu'est-ce qui la différencie d'autres approches. Mhm. On va se baser sur les infos d'un praticien expérimenté qu'on a trouvé dans ses sources. Absolument. L'objectif, c'est de bien cerner cette méthode, son fonctionnement et ses spécificités par rapport à l'hypnose régressive, disons, plus connue, ou même d'autres pratiques comme la médiumnité. Ok, alors commençons par le début. L'hypnose régressive, telle qu'on l'entend souvent, on pense parfois à Dolores Cannon, par exemple. Oui, c'est une référence. Ça permet de revisiter le passé, l'enfance, ou même ce que les sources appellent des vies antérieures. L'idée, c'est d'éclaircir des blocages qu'on a maintenant, quoi. C'est ça, des traumatismes, des phobies, parfois inexplicables comme un vertige qui viendrait d'une chute dans une autre vie, par exemple. C'est ce que les sources suggèrent. D'accord. Les documents parlent d'une vision de l'être humain en plusieurs couches, si on veut. Un corps physique, une partie éthérique, on pourrait dire l'âme ou un double énergétique, et puis une conscience supérieure. Hmm. Mais bon, accéder à ces mémoires, ce n'est pas si simple pour tout le monde apparemment. Des peurs ou juste des blocages, ça peut empêcher l'accès. Et c'est là, justement, qu'arrive cette notion d'assister, c'est ça? Le point clé qui nous intéresse. Exactement. L'innovation, d'après ce qu'on lit, c'est cet intermédiaire. Une personne qu'on appelle support ou télépathe. Télépathe. Oui, cette personne aurait la capacité d'entrer très très vite, en quelques secondes même, dans un état de conscience modifié. Ah oui! C'est décrit comme une sorte de médiumnité guidée ou de télépathie où elle capte les informations pour le client. Et ça marche même à distance, via Internet. D'accord. Donc, si je suis bien, c'est une alternative pour quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à entrer en hypnose lui-même ou qui est bloqué. C'est l'idée principale, oui. Ça permettrait d'aller explorer les causes qu'on appelle éthériques, Éthérique, donc non physique. voilà, non physiques, potentiellement liées à ses vies passées ou à d'autres plans, pour comprendre des difficultés actuelles, des schémas répétitifs en amour, au travail, ce genre de choses. Et le client, lui, il vit quoi pendant ce temps? Mais justement, il n'expérimente pas forcément la régression directement. Il est plutôt témoin, il écoute le dialogue entre le télépathe et l'opérateur, l'hypnothérapeute en fait, qui guide la séance. Hmm, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui la distingue vraiment de l'hypnose classique ou même de la médiumnité pure? Alors, par rapport à l'hypnose régressive classique, la grosse différence, c'est ça. Le client est moins dans l'expérience directe, subjective. Il reçoit l'info via cet échange. Moins direct, donc. Oui. Et par rapport à la médiumnité, les sources insistent sur une différence d'objectif. La médiumnité pourrait donner des messages, des ressentis. Oui? Tandis que cette méthode chercherait vraiment à comprendre le pourquoi du comment, le mécanisme derrière l'info. Elle veut apporter un cadre, une explication. D'ailleurs, le praticien cité dit qu'il trouve plus de clés de compréhension là-dedans que dans la médiumnité qu'il pratiquait avant. Ah, intéressant. Et puis, l'approche décrite aborde des concepts assez précis. L'influence possible d'entités externes. Des entités. Oui, des consciences non physiques qui pourraient interférer en quelque sorte. Ou l'importance de consentement donné dans d'autres vies qui auraient encore un impact. Et aussi les dynamiques énergétiques, les liens invisibles entre les êtres. Bon, la question qui vient tout de suite, c'est la preuve. Comment on sait que ce n'est pas juste l'imagination du télépathe ou inventé? C'est la question cruciale. Et les sources en parlent. La validation, elle reposerait sur l'émergence de détails très concrets. Des choses vérifiables parfois, mais que le client ne connaît absolument pas consciemment. Par exemple, Des noms, des lieux précis d'une vie passée, les détails d'un événement oublié, ou alors des infos qui se recoupent si on fait plusieurs séances ou avec différents praticiens. Les sources donnent même des exemples assez frappants, comme une histoire de collier caché dont le client ignorait tout et dont les détails donnés par le télépathe se sont avérés exacts. d'accord. Un dernier point aussi, c'est que cette méthode assistée, elle ouvrirait la porte à des explorations plus larges, collectives. Des enquêtes, comme ils disent. Des enquêtes. Hmm. Sur quoi? Sur des sujets généraux, en accédant à des informations sur ce plan éthérique. Mais là, le praticien insiste, ça demande beaucoup de rigueur, de neutralité et de recouper les infos pour éviter les pollutions. Les interprétations personnelles, quoi. D'accord, donc si on résume,
L'hypnose régressive assistée, c'est une technique qui utilise un intermédiaire, un télépathe, C'est ça. pour accéder à des informations souvent liées aux vies passées ou à ce plan éthérique. Le but, comprendre et peut-être libérer des blocages actuels. Et elle se distingue par cet accès indirect pour le client et cette volonté d'expliquer les mécanismes. Voilà, c'est une démarche qui peut interpeller ceux qui cherchent des réponses à des schémas répétitifs ou des ressentis profonds que les approches psy-classiques n'expliquent pas toujours. Elle propose des causes qui vont au-delà de la vie actuelle. Oui. Et ça nous laisse avec une question pour la suite finalement. Si l'information est vraiment accessible comme ça, au-delà de l'aide individuelle, qu'est-ce que ça implique sur la nature même de notre conscience et sur notre connexion les uns aux autres, peut-être même sur d'autres niveaux de réalité? Vaste question. De quoi réfléchir en tout cas. Vous savez, ces blocages qu'on ressent parfois, des schémas qui reviennent, en amour ou au boulot, et on pige pas vraiment pourquoi. Et si la réponse, elle n'était pas juste en notre vécu, là, maintenant, on va explorer un truc un peu différent. L'hypnose régressive assistée. L'idée, c'est de voir comment ça pourrait, selon ceux qui la pratiquent, aider à comprendre et peut-être même résoudre des blocages ou des traumatismes bien présents. On va regarder ça de plus près en se basant sur ce qu'en disent les praticiens, des témoignages. L'objectif, essayer de comprendre le mécanisme proposé, comment on remonterait à la source de ces nœuds. Alors, le principe de base, si j'ai bien suivi, c'est que nos soucis actuels, les addictions, les peurs un peu bizarres, ces fameux schémas qui se répètent, ça pourrait venir pas seulement de l'enfance, mais de beaucoup plus loin. Oui, c'est exactement ça l'idée centrale en fait. Genre vie passée et tout ça. Ou même des interférences. C'est ça. L'hypnose régressive, telle qu'elle est décrite, elle chercherait à accéder à une mémoire qui dépasserait, disons, notre vie actuelle. On trouve des cas, par exemple, une grosse peur du vide, le vertige, quoi, qui serait lié à une mort par chute dans une autre vie, une vie antérieure supposée. Ah ouais, quand même. Ou alors un schéma amoureux répétitif. Vous savez, attirer toujours le même genre de personnes, ça pourrait venir d'un vieux trauma d'abandon ou de ce que cette approche appelle une interférence. D'accord. Et justement, cet aspect assisté, et puis cette histoire d'interférence, pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est assez particulier comme concept, les interférences par des entités. Oui, alors, l'assistance, ça intervient quand une personne, elle a du mal à entrer seule en état d'hypnose, en état modifié de conscience, ou si elle a un peu peur de l'expérience. D'accord, elle bloque un peu. Voilà. Alors, un support qu'on appelle parfois télépathe dans ce milieu, quelqu'un qui, lui, accède facilement à cet état, ferait le voyage, l'exploration pour le client, si vous voulez. Ah, je vois. Une sorte de guide explorateur. C'est un peu l'idée. Et pour les interférences, certains praticiens avancent que des influences extérieures décrites comme non physiques pourraient jouer un rôle. L'hypothèse, c'est que ces entités, disons, maintiendraient la personne dans des schémas pour générer certaines émotions. La peur, la tristesse, la solitude. Et pourquoi elle ferait ça? Pour s'en nourrir énergétiquement, c'est l'explication donnée. Et ça découlerait parfois, toujours selon cette théorie, d'un accord, un consentement donné dans le passé, souvent sans s'en rendre compte. D'accord. C'est assez vertigineux comme idée. Mais alors, comment est-ce que le simple fait de découvrir ça, que ce soit un vieux trauma ou une supposée interférence, comment ça pourrait changer quelque chose concrètement, aujourd'hui? C'est quoi le mécanisme? Le mot qui revient souvent, c'est conscientisation. Conscientisation, ok. C'est le fait de mettre en lumière l'origine du blocage. Que ce soit une mémoire traumatique ou une interférence présumée, ça permettrait en quelque sorte de la désactiver. L'idée de fond, c'est qu'en comprenant d'où ça vient, on briserait l'emprise que ce schéma a sur nos perceptions, nos comportements actuels. D'accord. Donc comprendre libère. C'est ça. Il y a cet exemple qui est parfois cité d'une personne qui faisait toujours le même rêve, être un soldat loin de sa famille. Ouais. Et la séance aurait révélé que ça symbolisait son propre éloignement familial dans sa vie actuelle, parce qu'elle était toujours expatriée, etc. Juste comprendre ça, prendre conscience de ce lien, ça aurait suffi à enclencher un changement. L'action se passerait sur un plan subtil ou éthérique. Éthérique, un plan non physique, c'est ça? Oui, un niveau de réalité qui influencerait notre monde matériel, mais avec des effets bien concrets sur le psychisme, le comportement. C'est fascinant comme approche. Mais bon, la question qui vient tout de suite, c'est comment on sait que c'est pas juste l'imagination qui travaille? Ou un effet placebo, quoi? Quels sont les points de validation qui sont mis en avant? Parce que ça peut paraître un peu... Les sources insistent sur plusieurs choses pour la validation. D'abord, la cohérence des infos reçues pendant la séance. Ensuite,
l'émergence de détails très spécifiques que la personne ne connaissait pas consciemment. Ça peut être des détails historiques précis sur une vie passée ou des infos personnelles qui sortent via le télépathe. Ah oui, des choses vérifiables après coup, potentiellement. Potentiellement, oui. Mais l'élément le plus important, celui sur lequel on insiste le plus, ce sont les changements positifs. Des changements concrets et surtout qui durent dans la vie de la personne après la séance. Cela dit, il est aussi toujours rappelé qu'il faut garder son discernement, hein. Ce n'est pas présenté comme une solution miracle instantanée. C'est plus une démarche personnelle d'exploration. Exactement. Il s'agit de comprendre les mécanismes proposés, pas de tout gober sans réfléchir. Bon, alors, si on résume un peu, l'hypnose régressive assistée, telle qu'elle est décrite ici, c'est une sorte d'outil pour aller chercher les racines profondes de nos blocages actuels. Elle suggère que notre présent serait lié à des expériences passées, parfois très lointaines ou sur d'autres plans d'existence. Et la clé, ce serait cette prise de conscience. C'est ça qui permettrait de se libérer. C'est tout à fait ça. L'approche invite vraiment à considérer notre réalité comme peut-être plus vaste, plus interconnectée qu'on ne le pense souvent, et que l'inconscient ou le subconscient étendu aurait un impact direct sur notre vie de tous les jours. Et ça nous laisse avec une réflexion, non? Si notre présent peut être influencé par des trucs dont on n'a même pas conscience venus du passé ou de plans subtils, bah, quelle marge de manœuvre on a, nous, consciemment, pour agir sur cet état éthérique ou subtil et, par ricochet, transformer notre expérience présente? Ça donne à réfléchir. On va explorer ensemble une perspective assez particulière issue de nos sources. Ces sources, ce sont des transcriptions de discussions sur l'hypnose régressive. Et elles avancent une idée, le rôle possible d'entités extérieures dans nos difficultés personnelles. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ça. Comment cette approche spécifique explique l'influence allégée de ces entités sur nos vies. Alors, on y va ? Oui, allons-y. C'est un sujet assez dense. Alors, d'après ces documents, à la base, l'hypnose régressive, ça visait plutôt les trucs classiques, on va dire. Traumatisme d'enfance, addiction. C'est ça. Mais apparemment, les praticiens se sont rendus compte que certains clients, ils remontaient beaucoup plus loin. Plus loin comment ? Jusqu'à évoquer des vies antérieures, carrément. Ah oui, d'accord. Et c'est là que, d'après les sources toujours, ça a ouvert la porte à l'idée de réincarnation. Et puis petit à petit, à cette notion d'entité extérieure. D'accord. On parle parfois d'aliens, d'extraterrestres, mais le terme entité semble plus neutre, plus utilisé dans ce contexte-là. Et c'est là justement qu'on arrive au cœur de notre sujet aujourd'hui. Quel rôle on leur prête dans nos problèmes ? Parce que l'idée centrale de ces textes, c'est que ces entités, elles interviendraient activement, soit physiquement, soit entre les vies, pour créer des traumatismes. Exactement. Pour créer des traumatismes qui ensuite serviraient de terreau, si on veut, à des addictions, des blocages récurrents dans la vie actuelle. Donc la question, c'est vraiment ça. Quel est leur rôle précis dans nos galères, selon cette vision ? La raison avancée, c'est une histoire d'énergie. Apparemment, nous, les humains, on produirait une énergie vitale assez considérable. Et cette énergie, ces entités en auraient besoin. Les sources suggèrent aussi qu'on serait un peu, aveugle aux autres dimensions, ce qui faciliterait leurs interventions. D'accord. Et le mécanisme, alors ? Comment ça marcherait, concrètement ? Alors, le mécanisme décrit, c'est qu'ils essaieraient de nous mettre dans des situations bien précises. Des situations. Des scénarios de vie, calculés pour nous faire produire des énergies de basse fréquence. Basse fréquence, c'est-à-dire pour nous des émotions négatives ? Voilà, tout à fait. La peur, la tristesse, la colère, la solitude aussi. L'exemple donné est assez parlant. Une entité qui aurait besoin de la fréquence solitude. Oui. Elle pourrait influencer la personne pour qu'elle sabote ses relations ou qu'elle choisisse un boulot hyper isolé, pour garantir l'apport de cette énergie-là. C'est assez troublant comme idée. Et il y a un point crucial là-dedans, c'est la notion de consentement ou de volonté. Un consentement, comment ça ? L'idée, c'est qu'un accord aurait été donné à un moment donné, peut-être dans une vie passée, lointaine, souvent lors d'un appel à l'aide désespéré, genre n'importe qui aidez moins. Ah d'accord, un contrat initial, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et ce contrat, il permettrait à l'entité d'entrer dans la sphère énergétique de la personne et d'y rester vie après vie. Et ça ne s'arrêterait pas là, j'imagine.
Non, effectivement, ce consentement permettrait aussi de poser ce que les sources appellent des implants. Des implants énergétiques, j'imagine, pas physiques. Oui, voilà. Des sortes de dispositifs non physiques conçus pour générer ou amplifier les émotions voulues par l'entité. C'est fou. Et l'influence irait même jusqu'à orienter les choix de réincarnation. La famille, le pays, pour s'assurer que la personne se retrouve dans des conditions difficiles dès le départ. Waouh! Donc une influence qui commencerait bien avant la naissance, potentiellement. C'est ce qui est décrit, oui. Une chaîne d'influence qui part d'un consentement oublié et qui se perpétue. Ce qui est peut-être le plus marquant, c'est l'estimation donnée dans ces textes. Ah oui, le chiffre. 97% des humains seraient interférés, à des degrés divers bien sûr. Oui, ça va de simples croyances limitantes, des schémas répétitifs. Cette sensation de mouche contre une vitre, tu sois vouloir avancer mais être bloqué. C'est ça, jusqu'à des influences beaucoup plus profondes sur le plan énergétique. Si c'était vrai, ça changerait pas mal de choses sur notre vision des problèmes personnels. Carrément! Et alors, face à ça, quelle serait la solution proposée? C'est là que l'hypnose régressive, telle qu'elle est présentée ici, entre en jeu. Son but, ce serait justement d'aller identifier ces interférences Mhm. et de les défaire, mais au niveau éthérique, c'est-à-dire sur ce plan énergétique subtil, là où ces influences, ces implants résideraient. Donc on n'agit pas directement sur le problème concret dans la vie de tous les jours. Pas directement, non. L'idée, c'est qu'en libérant ces blocages éthériques, qu'ils viennent de vies passées ou de ces entités, ça aurait un impact positif par ricochet sur la vie présente. D'accord. On coupe la source énergétique du problème, en quelque sorte. Voilà. En théorie, les symptômes, les blocages, le mal-être pourraient alors diminuer ou disparaître. Bon, alors si on résume un peu tout ça, cette perspective issue de l'hypnose régressive suggère que des entités extérieures pourraient jouer un rôle, parfois majeur, dans nos difficultés. C'est ça. En manipulant nos émotions, nos vies pour récolter notre énergie. Et tout ça, souvent, à cause d'un consentement donné il y a longtemps. Le point clé, c'est vraiment leur besoin supposé de ces basses fréquences, nos émotions négatives. Exactement. Et leur capacité alléguée à influencer nos vies pour les obtenir. Ce qui expliquerait, selon cette approche, certains blocages vraiment tenaces. Ça nous laisse avec une question pour la réflexion, non? Hmm. Si on prend cette idée au sérieux, même juste comme hypothèse, qu'est-ce qui se passerait si on trouvait le moyen de gérer nous-mêmes, consciemment, nos propres fréquences énergétiques? Ou si on pouvait révoquer ces fameux consentements passés? Ah oui, c'est une question intéressante. Quelles seraient les implications? Effectivement. On se pose une question vraiment centrale, qui ressort de ces textes sur l'hypnose régressive assistée. Est-ce que cette pratique, elle permet vraiment de voir l'avenir? Oui, c'est la grande question. Les documents qu'on a, c'est un peu un mélange, des discussions, des explications sur la méthode. Notre but, c'est de démêler ce que ces sources nous disent sur cette capacité potentielle. Il y a comme une tension, je trouve. Ah oui, tout à fait. Parce que, d'un côté, dans ces notes, on trouve quand même des récits assez étonnants. Est-ce qu'on parle d'exemples concrets de prédictions? Oui, oui, absolument. Et il y en a qui sont assez frappants, on peut s'y arrêter un instant. Les sources, elles rapportent par exemple une perception de la pandémie de Covid. Ah oui, pas avec une date précise, attention, mais plus comme une espèce de vague noire, un truc menaçant au niveau mondial. D'accord. Avec sa provenance, ses vagues successives, et ça, avant même que ça devienne une réalité pour tout le monde. Avant que ça déferle, quoi. C'est ça. Et on mentionne aussi des anticipations sur la durée de la guerre en Ukraine ou même l'existence de technologies de modification climatique avant qu'on en parle beaucoup publiquement. Bon, ça c'est le jour d'exemple qui interpelle, c'est sûr. On pourrait se dire, bah voilà, ça prouve une capacité prédictive. Bah justement, c'est là que les textes nous disent « attention, prudence ». Parce que même si ces exemples sont là, la personne qui parle dans la source principale, elle insiste vraiment sur un point. Lequel? Elle dit que prédire l'avenir, c'est, je cite presque, la chose qui marche le moins bien avec cette méthode. Ah, carrément. Alors, pourquoi L'idée principale pour expliquer ça, c'est le concept de ligne de temps. les lignes de temps? Qu'est-ce que les sources en disent de ces lignes de temps? Alors, elles sont décrites un peu comme des chemins futurs possibles, multiples. Pas un seul avenir figé, mais plein de réalités alternatives potentielles. D'accord, des potentiels. Voilà. Et ces lignes, elles pourraient changer tout le temps,
en fonction des choix qu'on fait, de la conscience collective, d'autres choses encore. Et cette nature fluctuante, ça rendrait toute prédiction vraiment définitive, hyper hasardeuse. C'est un point qui revient souvent dans les propos rapportés. La personne explique même qu'elle évite de publier des dates précises ou des trucs trop sombres, justement par responsabilité face à ces potentiels qui bougent. D'accord. Donc, première grosse raison pour laquelle c'est compliqué de prédire ces futurs multiples qui changent tout le temps. Mais il n'y a pas que ça, si. Les documents parlent d'autres difficultés pour interpréter ces aperçus potentiels. Exactement. Il y a une autre couche de complexité qui vient des différents niveaux de perception qui sont décrits. C'est-à-dire? Selon les sources, l'info qu'on obtiendrait, elle varierait selon la dimension ou le plan vibratoire auquel la conscience se connecte pendant l'hypnose. Bon, ce sont leurs termes. D'accord. Des niveaux de réalité différents, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Chaque niveau aurait sa propre perspective. Une info pourrait être, par exemple, teintée de peur sur un plan, alors que sur un autre plan plus élevé, on pourrait voir un bénéfice caché derrière un truc difficile. Ah oui, donc l'information n'est pas neutre. Elle est déjà. C'est exactement ça. Et en plus, il faut ajouter ce que les sources appellent les filtres personnels. Nos propres trucs, quoi. Voilà, nos croyances, nos peurs, notre état émotionnel du moment. Tout ça, ça colore forcément ce qu'on perçoit. Et puis, il y a aussi les limites fondamentales du langage pour traduire des expériences ou des concepts qui sortent un peu de l'ordinaire. Un des textes prend une image, c'est comme essayer de décrire un rhinocéros à quelqu'un qui n'en a jamais vu. Il y a forcément une perte d'infos, c'est quasi inévitable. C'est parlant comme image. Et pour illustrer ça concrètement, cette difficulté, il y a un exemple d'erreur de prédiction qui est mentionné, je crois. Oui, tout à fait. Les écrits parlent d'un cas concernant l'élection de Donald Trump. Apparemment, une exploration sous hypnose avait semblé indiquer sa victoire, mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça lors de l'élection en question. D'accord. Ça montre bien la différence énorme entre capter une perspective, un potentiel, ou l'avis d'une conscience à un moment donné, et puis avoir une certitude gravée dans le marbre sur ce qui va se passer. Tout ça, ça nous ramène à un message qui semble vraiment essentiel dans ces documents. Oui, le mot qui revient tout le temps, c'est vraiment le discernement. La pratique, telle qu'elle est décrite là, elle est présentée beaucoup plus comme une exploration, presque une expérience en fait. Une exploration de quoi principalement? Le but, ce serait surtout de comprendre des mécanismes profonds, des schémas qui se répètent dans nos vies, trouver l'origine de blocages qu'on a maintenant. Et selon ces sources, ça pourrait venir de traumatismes passés, parfois de vies antérieures ou d'interférences énergétiques. L'idée, c'est de comprendre pour pouvoir s'en libérer. L'accent est vraiment mis sur le pourquoi et le comment des situations qu'on vit. Beaucoup plus que sur le quand des événements futurs. Voilà, exactement. C'est pas vraiment un outil de voyance fiable. Alors, si on essaie de résumer un peu ce que nous disent ces sources sur notre question de départ, l'hypnose régressive assistée peut-elle prédire l'avenir? Qu'est-ce qu'on doit en retenir au final? Que la réponse est nuancée, quoi. D'un côté, oui, des aperçus, des intuitions sur des événements futurs peuvent apparaître, parfois de manière assez troublante, comme avec l'exemple de la pandémie. Oui. Mais d'un autre côté, et c'est très fort dans les textes, les mêmes sources mettent vraiment en garde. Faut pas avoir une confiance aveugle là-dedans. C'est trop complexe. Les lignes de temps multiples, les niveaux de perception différents, nos propres filtres, tout ça rend cet aspect hyper aléatoire et difficile à vérifier. Donc, l'outil semble quand même avant tout tourné vers la compréhension de soi, la résolution de problèmes présents ou passés, plutôt que la boule de cristal, Andro? C'est tout à fait le portrait qui s'en dégage, oui. Et peut-être, pour laisser une piste de réflexion, si on accepte l'idée qui est présentée dans ces écrits, cette idée d'une conscience qui peut naviguer entre plusieurs dimensions, plusieurs lignes de temps, Oui. alors la question, ce n'est peut-être plus seulement de savoir si on peut voir l'avenir, mais plutôt quel avenir potentiel on perçoit, parmi une infinité d'autres. Et surtout, au fond, à quoi ça servirait de connaître ces potentiels si ce n'est pas pour en faire une prédiction figée? Intéressant. C'est une invitation peut-être à réfléchir sur la nature même du temps, de la conscience, telle qu'elle est explorée en tout cas dans ces documents. Alors, en explorant les sources, on voit bien cette quête d'évolution personnelle, mais au-delà des trucs intenses comme l'hypnose régressive, la question c'est qu'est-ce qu'on trouve comme pistes concrètes, des choses qu'on pourrait appliquer au jour le jour. Oui, c'est une bonne question. Et c'est vrai que les sources montrent quelqu'un qui est presque prudent. Oui, il hésite à parler de conseils, c'est ça. Exactement. Il dit plutôt « voilà ce qui a marché pour moi ». C'est un partage d'expérience, quoi.
D'accord, donc pas une recette miracle, mais plutôt des inspirations. C'est ça. Des observations issues d'un parcours, des choses qui ont résonné, comme il dit. Bon, alors explorons ça ensemble. Quels sont ces outils potentiels? Alors, le premier point, forcément, ça tourne autour de l'hypnose régressive. Faire l'expérience d'une session. Logique, vu le contexte des sources. Oui, mais ce qui est souligné, c'est l'importance de la connexion avec le praticien. La résonance. Peu importe le type d'hypnose précis, hein, Voilà. c'est le feeling qui compte. Et attention, il précise bien, c'est un outil puissant, certes, mais un parmi d'autres, pas la solution unique. D'accord. C'est noté. C'est une porte d'entrée, on va dire. Mais ensuite, Pour le quotidien. tout à fait. Après cette accroche plus profonde, il y a des actions très concrètes. D'abord, les priorités de vie. Ah oui, Comment ça? l'idée c'est simple. Lister ses 5 priorités principales. Mais pas juste pour faire joli sur un papier. Non, j'imagine. Non. C'est ensuite d'organiser son temps, son énergie, ses choix, consciemment autour de ces 5 points. Se demander pourquoi c'est important en fait. Ça implique de faire le tri potentiellement. De dire non, parfois. Exactement. C'est un vrai travail de clarification. Ensuite, deuxième piste. Dire la vérité. Sujet délicat. Très. Et la nuance est cruciale dans les sources. C'est pas dire la vérité crûment pour blesser. Non, bien sûr. L'idée, c'est de trouver les bons mots, le bon moment. Parfois, il faut attendre un peu. Et comment on fait ça? Il suggère même d'écrire avant. Pour poser les choses, pour adoucir, pour être sûr de ce qu'on veut dire et comment. Pour éviter que ça sorte de travers. C'est ça. Il y a cette phrase assez forte dans les sources, ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche, mais ce qui en sort qui te souille. En gros, nos paroles ont un impact énorme. Ah oui, c'est puissant comme image. Trouver cet équilibre entre être vrai et être bienveillant. Tout à fait. Les sources ne donnent pas de mode d'emploi précis, mais insistent sur l'intention. Est-ce que je veux construire ou détruire? Et la préparation aide beaucoup. Réfléchir, écrire. Ça permet de prendre du recul. D'accord. C'est une forme de discipline de communication, en quelque sorte. On peut dire ça. Et enfin, troisième suggestion. Très simple en apparence. Je vous écoute. Exprimer son affection. Directement, aux gens qu'on aime. C'est-à-dire, L'action concrète proposée, c'est envoyer un message, un SMS, un email, peu importe, pour dire simplement « je t'aime et je suis fier de toi ». ah oui, c'est direct. Très direct. Et selon les sources, c'est parce que beaucoup de gens manquent cruellement d'entendre ça. On pense que c'est évident, que l'autre sait. Mais le dire, ça change tout. Exactement. Ça a une force incroyable. Et le point clé, c'est de le faire d'abord, sans attendre de retour. Juste offrir ça. Ça touche à quelque chose de profond. Ce besoin de reconnaissance, d'amour verbalisé, c'est vrai que ça peut faire une différence énorme. Donc, si je résume, on a l'hypnose comme outil d'exploration. Puis pour le quotidien, clarifier et vivre ses priorités, parler vrai mais avec soin, et oser dire je t'aime. C'est exactement ça. Et il y a une dernière chose importante qui ressort. Oui? C'est que rien de tout ça, ni l'hypnose, ni les messages, ni les priorités, ce n'est une baguette magique. Ah non, c'est clair. L'évolution personnelle, ça demande un engagement, une pratique consciente. C'est pas instantané. C'est un mélange de travail intérieur et d'actions concrètes, même toutes petites. Merci beaucoup pour cette mise en perspective très claire. Ça nous laisse avec une réflexion, peut-être, parmi ces actions simples, les priorités, la parole juste, le message d'amour. Laquelle pourrait avoir l'effet le plus inattendu, le plus positif, si on osait la mettre en pratique là maintenant? Qu'est-ce qui pourrait bouger le plus? Bonne question pour terminer. On plonge dans une question assez fascinante, tirée de nos sources Hil-Rouquin. L'hypnose régressive, quand on commence avec de l'aide, est-ce que c'est juste un coup de pouce passager ou est-ce que ça peut vraiment nous ouvrir la porte à pratiquer seul après? Autrement dit, est-ce qu'on peut apprendre l'auto-guérison, accéder aux infos par soi-même une fois qu'on a vécu cette expérience assistée? Oui, c'est une interrogation vraiment centrale. Ça touche directement au potentiel d'autonomie. L'hypnose régressive, qu'elle soit classique ou assistée, elle vise, d'après les documents, à aller voir des blocages, des traumatismes, que certains relient à des vies antérieures,
ou à ce que les textes appellent des interférences énergétiques. Et cette assistance, elle vient souvent d'une personne support, c'est ça? Une sorte de télépathe, comme mentionné? C'est ça. Quelqu'un qui, disons, aurait plus de facilité à entrer dans ces états modifiés de conscience et qui guide, qui accompagne la personne qui consulte, surtout au début. Justement, ça semble logique pour ceux qui ont du mal au départ, peut-être par peur ou à cause de ces mêmes blocages, non? Exactement. Mais alors, la question clé, est-ce qu'on reste dépendant de cette aide? Eh bien, les sources suggèrent plutôt le contraire, en fait. L'expérience assistée est vue comme un potentiel déclencheur, une sorte de phase d'apprentissage. Le fait de vivre le processus une fois, même guidé, ça permettrait, selon ces textes, de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne, comment accéder à ces états. Ah oui, comme une première leçon de conduite accompagnée, en quelque sorte? C'est un peu l'idée, oui. On découvre le chemin avec un guide, puis on peut potentiellement le refaire seul et même explorer d'autres voies. Intéressant. Et concrètement, comment, comment ça se passerait, ce passage de relais? Quel est le mécanisme qui permettrait de devenir autonome? Le pivot, ça semble être ce que les sources nomment la conscientisation. C'est vraiment le mot-clé qui revient. Durant une séance, le simple fait de mettre en lumière l'origine supposée d'un problème, une source donne un exemple assez parlant. Une phobie du vide liée à une chute dans une vie passée. Oui, Eh bien, cette prise de conscience pourrait suffire à désamorcer le problème, ou du moins sa charge émotionnelle. Une fois ce chemin de compréhension ouvert, expérimenté, il deviendrait plus facile de l'emprunter à nouveau, seul. Le blocage initial, ou la peur, étant levé ou compris. d'accord, donc cette conscientisation, c'est vraiment la clé. Mais est-ce suffisant? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments importants pour que l'autonomie s'installe vraiment? La conscientisation est présentée comme cruciale, c'est sûr. Mais les sources insistent aussi beaucoup sur l'importance de devenir acteur de sa démarche. Ce n'est pas passif, quoi. Acteur, c'est-à-dire? L'objectif souligné, ce n'est pas la dépendance, mais bien l'évolution personnelle, l'autonomisation. L'hypnose est décrite comme un outil puissant. D'ailleurs, un intervenant la recommande même comme un très bon premier pas pour débloquer certaines choses. Il insiste aussi sur le choix du praticien. Trouver quelqu'un avec qui on raisonne. La confiance, le feeling, quoi. Voilà, exactement. Mais attention quand même, ce n'est pas présenté comme une baguette magique, si j'ai bien compris. Ah non, absolument pas. Et c'est un point très important rappelé dans les textes. C'est une démarche volontaire de libération. Le travail se ferait sur ce qu'ils appellent les plans subtils, le plan éthérique, une sorte de champ d'énergie si on veut, où seraient inscrites ces mémoires et blocages non physiques. D'accord. Et l'effet sur le concret, le physique, l'émotionnel? Ça demande ensuite une intégration, un travail personnel qui continue bien après la séance. Ce n'est pas juste pendant la séance que tout se joue. D'ailleurs, il est mentionné que plusieurs séances peuvent être utiles au début, justement pour enclencher le processus et, Et faciliter cet apprentissage vers l'autonomie? oui voilà, pour aider à prendre le coup de main si on peut dire. Et il y a aussi cette idée assez fascinante, mentionnée dans les sources, d'un contexte plus global, un éveil collectif, qui rendrait l'accès à ces étapes plus facile pour tout le monde à terme. Exactement. C'est une perspective intéressante qu'elle soulève. Comme si collectivement on devenait plus apte à naviguer ces dimensions intérieures, réduisant potentiellement le besoin d'assistance externe systématique. Hmm. Donc, pour résumer un peu, l'hypnose régressive assistée telle que décrite ici, ce serait comme une phase d'initiation, une sorte d'apprentissage accéléré. Elle permettrait de comprendre les mécanismes intérieurs, de conscientiser des blocages et, oui, d'ouvrir potentiellement la voie à une exploration, voire une guérison plus autonome par la suite. Donc le potentiel est là selon ces sources. Oui, l'idée forte, c'est moins l'efficacité de l'assistance en soi que sa capacité à agir comme un déverrouilleur de compétences internes, comme si elle réactivait quelque chose qui est déjà là, en chacun de nous. Alors, au-delà de la technique spécifique, la question qui reste en suspens et que soulèvent ces lectures, c'est peut-être est-ce que tout ça révèle une capacité latente en chacun à naviguer ses propres mondes intérieurs et à y trouver directement force et compréhension? Voilà, qui donne matière à réflexion. On plonge dans des documents assez fascinants, des transcriptions surtout, liées à l'hypnose régressive. Hmm, Et notre but, c'est d'explorer comment ces récits, ces explorations d'autres dimensions,
d'autres réalités, comment ça peut transformer notre perception du monde et de l'univers en général? Oui, c'est vraiment une question centrale qui ressort de ces textes, hein. Il suggère que, effectivement, s'aventurer dans ces états de conscience modifiés, ça peut profondément remodeler notre compréhension de nous-mêmes et de ce qu'on appelle la réalité, quoi. Alors, commençons peut-être par là, justement, la perception de soi. Les sources, elles décrivent comment ces explorations, parfois elles révèlent des vies antérieures, ou même des traumatismes anciens qui auraient encore un impact aujourd'hui. Tout à fait. Il y a cet exemple qui est donné d'un vertige actuel qui serait lié à une chute mortelle dans une vie passée, par exemple. Ah oui, ça mène à cette idée d'un soi, comment dire, multidimensionnel, Hmm. un peu comme des poupées russes, où notre corps physique, c'est juste l'enveloppe extérieure. C'est ça. Ça suggère une identité qui n'est pas limitée à une seule vie, une seule incarnation. Plutôt une conscience qui continue à travers différentes expériences, parfois même décrites comme simultanées. Cette idée d'avoir plusieurs mains dans différentes réalités en même temps. Plusieurs mains. Du coup, cette perspective, bah oui, elle peut radicalement modifier la perception qu'on a de qui on est, bien au-delà de juste notre histoire terrestre, celle qu'on connaît. Et cette complexité, elle ne touche pas que le soi, elle s'étend aussi à la réalité elle-même, d'après ces documents. On y parle d'entité ou d'interférence. Oui, décrites comme des consciences non physiques, venant d'autres plans, d'autres dimensions. Et qu'est-ce qu'elles feraient, ces entités, selon les sources? Bah, d'après ces témoignages, elles pourraient chercher à interagir avec notre énergie, surtout les basses fréquences émotionnelles comme la peur, la solitude. Ah oui, Parfois en créant des scénarios de vie répétitifs ou via ce que les sources appellent des implants énergétiques. des implants. D'accord. Ça introduit l'idée que la réalité, elle serait influencée par des forces invisibles, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Ça postule que ces interactions pourraient affecter nos choix, nos expériences et même le cycle des réincarnations. Ça mène parfois à un sentiment décrit comme une prison terrestre. Une prison terrestre? Ça remet en question une vision purement matérialiste où on serait juste le fruit de nos décisions conscientes, ici et maintenant. Complètement. Ça ajoute une couche de complexité, disons. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est comment la perception d'un même événement, les sources citent l'exemple de la pandémie de Covid-19, Hmm, comment cette perception varierait totalement selon le plan d'où on l'observe. Peur et limitation en 3D, oui. manipulation par certaines entités en 4D, puis vue comme un catalyseur d'éveil par des plans encore supérieurs, jusqu'à la source où tout est vu comme amour absolu. C'est une idée fondamentale qui ressort, oui. Ça implique qu'il n'y aurait pas une seule vérité objective, mais plutôt des perspectives qui dépendent du niveau de conscience ou de la dimensionnalité. Un peu comme un millefeuille informationnel, c'est ça? Exactement. L'image du millefeuille est assez parlante. Ce qui est vécu comme négatif à un niveau peut être perçu de façon neutre ou même bénéfique d'un autre point de vue. Du coup, notre perception de l'univers devient incroyablement stratifiée. Mais alors, face à des récits aussi extraordinaires, on peut se demander comment les sources abordent la question de la validation. Est-ce qu'on peut vérifier quoi que ce soit? C'est une bonne question. Elles insistent beaucoup sur l'expérience vécue, personnelle, et parfois sur la vérification a posteriori. Ah oui. Il y a des exemples? Oui, il est question par exemple de découvrir des détails très précis sur une vie antérieure, disons les couleurs spécifiques d'un village qui n'existe plus, ou des faits sur des chevaliers teutons, des choses que la personne ne pouvait logiquement pas connaître mais qui sont ensuite confirmées par des recherches historiques. D'accord. Donc il y aurait des éléments de preuve parfois. Parfois, mais, et c'est un mais important que les sources soulignent avec force, il faut un discernement constant. C'est crucial. Elles parlent beaucoup des risques de pollution de l'information. Les pollutions, c'est-à-dire... Les filtres personnels de l'individu sous hypnose, ou même de l'opérateur qui guide la séance, et puis il y a les limites du langage lui-même pour décrire des réalités qui nous dépassent. L'analogie du rhinocéros est utilisée. Comment décrire un rhinocéros à quelqu'un qui n'en a jamais vu? Je vois. C'est compliqué. Très important à rester neutre, de recouper les informations. Il y a cette règle mentionnée dans les enquêtes groupées par ANA, viser au moins 80% de concordance entre les différents témoignages. 80%, d'accord. Et puis, une certaine humilité, admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on explore des territoires largement inconnus. On ne sait rien, c'est une phrase qui revient aussi. Donc prudence et discernement. Mais au-delà de juste comprendre, quel serait le but final de ces explorations d'après les sources? C'est quoi l'objectif? Il semble que ce soit une quête de libération personnelle.
L'idée de poser le sac à dos, de se défaire des influences du passé, qu'elles viennent de vies antérieures ou d'interférences externes, pour reprendre sa souveraineté. Reprendre le contrôle, en quelque sorte. C'est ça. Et il y a aussi cette idée d'un éveil collectif qui est mentionné. Comme si cet accès à des informations plus larges, à des états modifiés de conscience, pourrait devenir plus facile, plus accessible pour tout le monde à terme. Intéressant. L'objectif ultime, ça semble être de devenir pleinement acteur de sa propre expérience de vie. En prenant conscience des blocages, d'où qu'ils viennent, on pourrait alors les dépasser et regagner en autonomie, en pouvoir d'action, Et ça changerait notre perception de notre propre potentiel, individuellement. et collectivement, oui. Ça ouvre des perspectives sur notre capacité à transformer notre réalité. Plus vaste, interconnectée, multidimensionnelle, beaucoup plus complexe en fait que ce que nos sens ordinaires nous montrent au quotidien. La perception s'élargit pour inclure l'invisible, le non-linéaire. Exactement. Et cette idée que notre conscience, eh bien, elle pourrait être une entité beaucoup plus large que juste notre corps physique. Une entité qui interagit avec de multiples couches de réalité. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être pour la route. Si notre conscience et si la réalité elle-même sont potentiellement aussi vastes, aussi stratifiées que ces sources le suggèrent, qu'est-ce que ça implique, au fond, sur la nature même de notre existence et sur cet univers qu'on habite? Vaste question en effet. Voilà de quoi réfléchir. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration.